On va parler des deux sujets là, avec lesquels on a terminé le tableau de bord. Bon, les taux d'intérêt. C'est vrai qu'on a eu de très très fortes tensions, Charlotte, ces derniers jours, alors notamment sur les dettes longues, sur les 30 ans. On a vu un peu plus de volatilité sur les 10 ans. Là, ça a l'air de se calmer un petit peu, mais on a l'impression que le marché et les observateurs économiques sont en train de nous dire, premièrement, il y a des tensions et il y a des problèmes, mais deuxièmement, on a l'impression d'économies développées, que ce soit du côté des États-Unis, il y a un shutdown qui guette maintenant, du côté de l'Allemagne, du côté du Royaume-Uni et du côté de la France, bien entendu, mais nous, c'est quasiment structurel. Bon Dieu, on est incapable de faire un budget. C'est juste pas possible. Et donc, on a une prime de risque qui s'inscrit, qui rend notre dette finalement un petit peu attrayante au vu de sa valeur, mais c'est assez fou et ça domine l'actualité en ce moment. Oui, alors c'est une nouvelle un peu récente, puisqu'on voit une remontée des taux directs depuis le mois de septembre. On le voyait notamment pour la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, qui sont normalement des économies plutôt en tête, en tout cas sur la zone européenne. Totalement. Mais au final, moi je trouve de manière plus globale, ce qui est inquiétant, c'est la volatilité qui sous-entend aussi la manipulation qu'il y a derrière des taux qui normalement sont censés être des classes d'actifs plutôt stables, sur lesquels les changements arrivent de manière plus lente et anticipée que ce qu'on peut voir, par exemple, sur le marché actions. Et en fait, ça va avoir des conséquences assez lourdes sur la partie patrimoniale, sur la partie investissement, parce que là, on nous reparlait et on voit dans les communications de rentrée, ce qui est tout à fait logique de la part des sociétés de gestion, la sortie ou la préparation de nouveaux fonds obligataires à échéance, etc., sur des taux beaucoup plus attractifs, mais quid de ce qui se passe pour les fonds qui sont lancés précédemment sur des taux inférieurs quand on sait le fonctionnement en fait d'une obligation. Je ne parle pas des conséquences sur la partie immobilière qui est déjà bien en crise, on parle de la crise du logement, mais comment s'endetter aujourd'hui, pour tout, on en parlait juste avant avec Marc avant de rentrer, pour toutes ces personnes qui ont un petit peu, les taux étaient plutôt en baisse, qui étaient plutôt en attente de la rentrée pour se lancer dans un projet immobilier. C'est chaud quand on veut renégocier son prêt, quand on là, veut... c'est plus à peine, je pense que... Non, là, il faut peut-être attendre un petit peu. Oui, effectivement. Non, mais Mark Templeman, on est d'accord. On a l'impression d'une actu qui est fournie et qui est négative pour les marchés taux et qui provoque ces tensions. Mais on n'arrive pas à se dire, s'il règle ce problème, au moins on aura du calme sur les marchés. Parce que la guerre, elle est sur plusieurs fronts. Royaume-Uni, Allemagne, je le disais, France, ça devient structurel. Et puis aux États-Unis, la situation est toujours pas stabilisée. Enfin, on est sur un nombre d'incertitudes et contrairement au marché actions, qui lui est vraiment alimenté par la planche à billets, notamment américaine, du côté des placements de plus long terme, c'est beaucoup plus compliqué. Alors c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, le marché obligataire est relativement technique. Je pense que le facteur commun qui fait que les taux longs sont en hausse forte depuis le début de l'année dans toutes ces grandes économies du monde, y compris le Japon, c'est un facteur commun qui est le risque qui est perçu que ces États-là doivent s'endetter de plus en plus et qu'il deviendra de plus en plus difficile de financer les déficits qui n'ont tendance qu'à augmenter. Donc ça, c'est un facteur commun. Ensuite, il y a des facteurs spécifiques qui créent cette volatilité un peu étonnante sur une classe d'actifs qui est censée l'être moins. Par exemple, aux US, on peut citer le fait que une cour vient de juger que l'imposition des droits de douane par Trump était potentiellement illégale. Or, les revenus générés par ces droits de douane sont censés compenser pour partie l'accroissement du déficit américain. Donc, pour prendre un exemple concret. En France, évidemment, vous l'avez dit, c'est l'incertitude politique qui vient peser sur les taux longs. Dernier élément que je tiens à souligner, on peut évidemment regarder le 30 ans pour montrer du doigt cette forte hausse des taux. Il faut bien comprendre que la partie très très longue de la courbe, c'est-à-dire le 30 ans, il y a un nombre d'acheteurs qui est relativement limité. C'est des gens qui ont besoin d'investir sur 30 ans. Donc c'est typiquement les fonds de retraite, les fonds de pension. Quand on regarde précisément, précisément, ça fait qu'accroître nos problèmes on est bien justement en matière d'équilibre budgétaire. On est bien d'accord, et je crois que ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a un moment où, le mot-clé dans le marché obligataire, c'est la confiance. C'est la confiance. C'est pourquoi votre banquier vous accorde un prêt immobilier, c'est parce qu'il a confiance que vous allez le rembourser. Ça vaut pour vous, ça vaut pour les entreprises, mais ça vaut aussi pour les États. Et quand il commence à y avoir des réels doutes sur la capacité d'un État, aussi grand soit-il, de pouvoir à terme rembourser une partie de sa dette, vous avez ce phénomène qui s'installe. Et qui est crucial effectivement à comprendre. Puis Marc, l'invité surprise de cette rentrée, l'or. Non mais qui aurait cru, qui aurait cru, on voit que l'or, c'est comme ça depuis le début de l'année, on gagne 30%.
Qui l'aurait cru sur ces tels niveaux? Alors c'est vrai qu'il y a des facteurs structurels qui l'expliquent, et notamment, on a pu le voir, la courbe qui s'inverse, c'est-à-dire que l'ensemble des banques centrales à travers le monde maintenant détiennent plus d'or que d'obligations américaines, qui étaient une sorte de valeur sûre. Donc la confirmation qu'il y a un problème de crédibilité vis-à-vis de l'économie américaine, et que tant que ça, ce ne sera pas réglé, le dollar va en pâtir. Et les actifs américains aussi. L'or est un facteur qui est lié au débat qu'on vient d'avoir sur les taux longs. C'est une histoire de confiance. Oui, vous avez raison. Il y a des facteurs structurels qui ont fait que l'or a monté depuis un certain temps maintenant. La baisse du dollar, la réduction des taux directeurs. Mais ce qui crée cette tendance haussière, j'ai oublié de mentionner, l'achat par les banques centrales qui, comme vous le soulignez, cherchent à se dédollariser. Exactement. Et où l'or prend un poids de plus en plus important dans leurs réserves. Mais au-delà de ça, et ce qui peut sans doute influer la hausse récente du prix de l'or, c'est l'attaque de la Federal Reserve par Trump. Oui. Une banque centrale est censée être complètement indépendante. Elle est dans les grandes économies du monde, mais le fait que Donald Trump ose attaquer et remettre en cause l'indépendance de cette banque, dont il aimerait bien qu'elle abaisse les taux le plus vite possible et de façon assez radicale, devient inquiétant pour certains qui se mettent alors à essayer de trouver des valeurs refuges. Oui, totalement. Les valeurs refuges, l'or reste un choix dominant. Charlotte Thammer, vous aussi, vous le sentez? Et puis, alors, chez les épargnants, il y a cette question. On est au plus haut historique sur l'once d'or fin. Est-ce que c'est le moment d'en acheter d'une manière ou d'une autre, que ce soit du papier, que ce soit du physique? Il y a cette question qui se pose en cette rentrée, et on se la pose partout. Il y a plusieurs types de réponses, mais la question du point d'entrée est clairement facteur de votre horizon de placement. C'est-à-dire que si vous investissez sur une période très courte, c'est-à-dire à moins de 3 ans, le point d'entrée est quand même très important. Et plus votre horizon de placement est long, plus votre point d'entrée va pas se noyer, mais va être dissous dans l'intégralité d'un placement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la performance pour l'or-ci, mais pour d'autres types de placements, on ne va pas regarder que le point d'entrée. La performance vient de différents... il y a différents aspects sur la performance d'un placement. Et puis, différemment des professionnels et de ceux qui couvrent, par exemple, certains placements avec de l'or, le particulier, lui, il n'investit pas à 3 ans. Il achète et puis il garde sous le matelas. C'est ça la stratégie pour l'or. Le problème, je dirais que le particulier, pour l'avoir longtemps pratiqué, échangé avec lui, il ne sait pas toujours sur quel horizon de placement il investit. Or, c'est une des questions fondamentales à se poser avant d'investir, parce que facteur de l'horizon de placement que vous avez, vous allez pouvoir graduer le niveau de risque. C'est la clé. C'est la clé, bien évidemment. Mais ceci étant, sur l'or, je dirais, déjà pour les investisseurs qui souhaitent y aller malgré tout, moi je pense qu'on perd un peu, il y a quelque chose un peu d'antinomique entre dire que l'or est une valeur refuge au taux, à la performance affichée aujourd'hui. Est-ce qu'on est toujours sur une valeur refuge? Alors oui, d'un point de vue, après les explications de Marc, oui, évidemment, il garde cette notion de valeur refuge. Est-ce qu'à l'instant T, c'est une valeur refuge, étant donné le cours actuel de l'or? Bon, on émet quand même un doute. Par contre, faites très attention, on le sait, et pour tous les gens qui travaillent avec les particuliers au quotidien sur l'investissement, bon nombre de personnes ont l'impression d'investir sur l'or, alors qu'ils investissent sur des produits qui sont plutôt dérivés. C'est la même chose que sur les crypto-monnaies. On a l'impression d'acheter de l'or, et en fait, on achète un fonds qui travaille sur l'extraction minière. Ça devrait être simple et ça devient compliqué. Non, et ça peut tout de suite être très compliqué. Donc peut-être une prudence sur cet aspect-là, à la fois horizon de placement et à la fois est-ce que vous êtes en train d'acheter de l'or ou un produit dérivé de cette classe d'actifs. Alors prudence d'autant plus que, et c'est le chiffre dont vous nous parlez et dont on parle depuis des mois et des mois, on a quand même un niveau record d'épargne pour les Français sur cette année. On est quasiment à 20% du revenu. Oui, et on est au-dessus de l'Allemagne depuis le second trimestre de l'année. Et c'est la première fois. On arrive à être plus prudent que les épargnants allemands. C'est fou. À plus épargner, mais tout ça reflète la discussion qu'on a depuis le début. C'est-à-dire, il y a une méfiance. Alors déjà, il y a eu l'inflation, il y a des tensions géopolitiques, il y a un État, en tout cas, je parle pour l'État français, qui remonte encore une fois sa fragilité à faire face aux dépenses publiques avec ce vote de confiance qui est sorti pendant l'été, là, un peu inattendu ou attendu, mais voilà. Et du coup, les gens ont tendance à épargner. Donc on voit que la croissance a légèrement augmenté, mais elle est plutôt flat. Il ne se passe pas grand-chose au niveau français sur la croissance. Je crois qu'on est à 0,5 ou 0,3. Donc ça bouge pas beaucoup. Et du coup, le niveau d'épargne augmente. Et en dehors de la période Covid, qui a été une période fantastique pour l'épargne française, on est sur le plus haut historique, on est à 19% du revenu disponible brut, plus haut historique depuis 1980.
Et toute la question, comme on est à la rentrée... Si c'est pas une date qui parle, ça, à l'époque Voilà. où, évidemment, le truc, c'était qu'on avait peur des chars soviétiques sur les Champs-Élysées, quand même. Oui, bon, Ouais. le contexte alors, le géopolitique a un peu changé, mais on est quand même dans des périodes de forte instabilité. C'est dire le niveau d'inquiétude. Et de défiance du citoyen français, très clairement. Et Mark Templeman, il y a quelque chose, c'est Gail Sliman qui était venu nous voir pour parler de son baromètre de l'investisseur et qui nous disait un truc fou, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un record en termes d'épargne et on a, si on en croit les réponses à son enquête, la conviction chez les épargnants qu'en plus, ça ne va pas rapporter grand-chose. On n'est pas dans une sorte de poteau noir, là, c'est assez fou. Alors le terme poteau noir est très technique et je ne saurais l'expliquer. Non, le problème de cette épargne, si on parle en termes macroéconomiques, c'est qu'elle est mise de côté pour des raisons de prudence, de méfiance, d'incertitude. Et donc, presque structurellement, par construction, les épargnants français ne vont pas la mettre dans l'économie réelle, ne vont pas l'investir en actions, ne vont pas vouloir prendre de risques avec. Ils la mettent de côté parce qu'ils se méfient de leur futur, parce qu'ils se méfient de leur potentiel revenu futur et qu'ils veulent avoir un énorme matelas de côté pour on ne sait quelle raison. Et donc, le sujet, et c'est un réel sujet parce que si on peut comprendre cette logique au niveau individuel, au niveau de l'économie, au niveau de la nation, ça devient un sujet parce que tout euro qui est mis de côté et qui dort quelque part, que ce soit sur un livret A, sur un compte courant, ce qui est pire, tout à fait, ouais. Et qui n'est pas nécessairement utilisé dans l'économie, c'est un euro qui manque à la consommation. L'épargnant a décidé de ne pas acheter tel ou tel bien ou service, il a décidé de le mettre de côté. Et ça, on risque de rentrer dans un cercle néfaste qui est on consomme moins, donc l'économie souffre, donc on s'inquiète plus, donc on met plus de côté, etc. etc. Et il faut vraiment sortir de ce sujet-là, mais c'est un sujet de confiance. Oui, exactement, depuis le début. Et alors, le poteau noir, c'est un terme de marine, c'est un endroit où on reste bloqué dans la marine à voile parce qu'il n'y a plus de vent nulle part. Donc voilà, c'est un peu le scénario catastrophe. On n'avance plus, on ne recule pas non plus, mais on n'avance plus et on est bloqué. Dernière chose, sur le marché action, là on parle opportunité d'investissement, il y a quand même eu un recul assez lourd ces derniers temps des banques françaises qui avaient explosé depuis le début de l'année. Selon vous, c'est quoi? C'est des prises de profit ou est-ce qu'il y a eu une inquiétude de fond sur l'activité bancaire par rapport à toute cette instabilité de marché qu'on décrit depuis le début? Alors, le secteur bancaire est un secteur intéressant à discuter dans la mesure où, rien qu'en France, dans le CAC 40, c'est un secteur qui pèse relativement lourd avec des mastodontes comme Société Générale, BNP, Crédit Agricole. Il se trouve que quand les choses se tendent, quand l'inquiétude monte, ce qui est le cas clairement en France, c'est un secteur qui subit des ventes par des investisseurs qui s'inquiètent. Parce que, comme vous dites, je ne crois plus trop à la croissance économique, je ne crois plus trop dans les opportunités de croissance en France, vous faites très vite le lien avec le secteur bancaire qui dépend fortement de cette croissance et par ailleurs qui est un secteur qui souffre d'une hausse des taux. Quand les taux montent, les banques vont prêter moins, donc elles vont générer probablement moins de bénéfices. Il y aura moins de demandes. Et leur coût de financement augmente. Donc c'est deux facteurs qui pèsent sur l'activité bancaire. Néanmoins, ce dont il faut se souvenir, c'est que d'abord, la France ne pèse plus très lourd dans l'activité d'un acteur comme BNP Paribas. Je crois que ça représente 7%, c'est peut-être 12% pour la Société Générale. Et par ailleurs, que leurs activités, ce n'est pas juste une activité de j'emprunte et je prête. Il y a énormément d'activités qui profitent de la volatilité. Il suffit de penser aux activités de marché. Donc oui, c'est un secteur qui, en moyenne, depuis l'annonce du gouvernement, a perdu 8%, ce qui est lourd, mais qui, depuis le début de l'année, d'abord, vous l'avez bien fait de le rappeler, a très très bien performé. Et deux, la réaction immédiate est peut-être il y a peut-être eu un peu de survente. Charlotte Tamer de Shares, votre avis sur le secteur bancaire? Il y a peut-être éventuellement des lignes à constituer après le recul de ces derniers temps? Étant donné ce qu'on attend, étant donné le vote de confiance, mais qui arrive à grands pas, parce que c'est le 9 septembre, peut-être un peu d'attentisme. Je pense un peu comme Marc que le marché, étant donné que ça avait énormément progressé aussi, il y a peut-être eu une réaction psychologique et un peu une surréaction sur ce secteur-là qui a pris un petit peu de volatilité parce que peut-être un petit peu au-delà de la valorisation qui était une valorisation assez forte, vous le disiez juste avant début d'année. Et après, encore une fois, la clé de l'investissement, c'est la diversification. Donc, on ne fait pas un all-in sur BNP, Sogé, là, à quelques jours du vote qui, a priori,
s'annonce pas forcément très, très positive, quoi. Donc, je pense que, voilà. Donc il y a peut-être un petit peu de survolatilité, étant donné les valorisations d'où on partait. Voilà, et encore une fois, le secteur bancaire, un secteur intéressant, même en constitution de portefeuille, tout en pensant bien aux notions de diversification globale pour l'investisseur final. Charlotte Hammer de Shares, merci d'avoir été avec nous. Marc Templeman de Cashbee pour déchiffrer cette actualité économique, évidemment, très volatile. Je crois que c'est un des mots-clés de cette rentrée, avec or aussi.